Bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette rencontre publique d'Exo. J'inviterai l'ensemble des participants à venir s'asseoir dans la salle. Je me présente, Gabrielle Marcil, conseillère en affaires publiques chez Exo pour la Couronne Nord. Je vous remercie d'avoir répondu présent en grand nombre à cette invitation ici au Cégep de Terrebonne pour les gens dans la salle. Je prends la peine de saluer également les participants en ligne. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de vous présenter le déroulement de cette soirée, puisque nous sommes à Terrebonne, j'aimerais inviter M. le maire, M. Mathieu Traversy, à venir nous souhaiter la bienvenue chez lui. Merci beaucoup, Gabriel, Monsieur le directeur général d'Exo, l'ensemble de l'équipe et de vos employés qui sont avec nous aujourd'hui, Monsieur le président directeur général de la Chambre de commerce des Moulins, Monsieur le maire de Mirabel, Mesdames les conseillères municipales qui sont avec nous, Madame la présidente de l'Association étudiante générale donc, du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Merci de vous être déplacés en aussi grand nombre pour venir parler d'un dossier qui est chaud dans l'actualité politique québécoise et qui fait jaser beaucoup à Terrebonne au cours des dernières semaines. J'aimerais également saluer l'ensemble des participants qui sont présents aujourd'hui dans la salle, que ce soit en présentiel ou encore en ligne. Vous m'avez présenté Madame l'animatrice, donc Mathieu Traversy, maire de Terrebonne. Bienvenue dans la 10e plus grande ville du Québec. C'est 125 000 habitants qui vous ouvrent grand les bras et qui sont en quête aussi de solutions et d'alternatives pour essayer d'améliorer notre transport collectif sur le territoire. J'aimerais également donc saluer la présence des administrateurs d'Exo avec qui j'ai le plaisir de travailler. Sa présidente, tout d'abord, Mme Josée Bérubé, qui aurait aimé être en présentiel avec nous, mais qui est à l'extérieur aujourd'hui. On m'a dit qu'elle nous écoutait, donc du coin de l'oreille, au niveau donc de la diffusion qui est par Internet, et également saluer donc l'ensemble des membres du CA avec qui nous travaillons. Saluer aussi les nouveaux arrivants dans ce CA qui sont Louise Martel et M. Terzi qui se joignent à nous donc, pour continuer la mission d'Exo. Vous allez avoir la chance, messieurs, dames, ce soir, ne reculant devant rien et surtout devant aucune originalité, nous avons la chance d'avoir un nouveau modèle de consultation publique avec des panels qui vous seront proposés au cours des prochaines minutes. Nous avons des panélistes de renom qui sont avec nous aujourd'hui, qui se sont préparés pour l'occasion. J'en parlais avec le maire de Mirabel tout à l'heure, qui est dangereusement en forme ce soir et qui sera prêt à vous parler de transport collectif. Nous avons également notre conseillère de Terrebonne, Mme Marie-Ève Couturier, qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que la conseillère de Repentigny, Mme Roux, qui sera avec nous pour discuter de ces enjeux qui sont fondamentaux. Et sachez que j'ai reconnu dans la salle des citoyens engagés. Il y a des candidats et des candidates de l'élection partielle ici à Terrebonne qui sont présents aujourd'hui. Je reconnais Mme Virginie Bouchard qui est avec nous aujourd'hui et qui est attentive à cette question du transport collectif. Et j'ai bien sûr reconnu aussi Mme Nadia Poirier qui est avec nous aujourd'hui. Donc, merci mesdames d'être présentes ce soir pour venir écouter ce que nos citoyens ont à dire sur la question. Mesdames et messieurs, je ne vous retiens pas plus longtemps. Vos suggestions, vos commentaires, vos solutions nous seront utiles. Bonne séance d'information à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour vos bons mots et votre accueil chaleureux. Votre dynamisme transcende l'écran, c'est sûr et certain. Nous vous proposons ce soir ainsi le déroulement suivant. Dans quelques instants, M. Sylvain Hyel, directeur général d'Exo, vous présentera un retour sur la performance d'Exo et le bilan des faits saillants de début d'année 2025. Par la suite, nous aurons l'occasion d'assister à 2 panels de discussion en compagnie d'invités spéciaux tels que M. Traversy nous l'a nommé. Le premier sur le transport collectif en territoire Exo dans la Naudière, aujourd'hui et demain, et le second sur l'innovation au service de la mobilité durable. En deuxième partie de soirée, nous aurons, pour les personnes exclusivement sur place, nous aurons 4 kiosques qui seront animés par différents experts d'Exo. Donc, pour les gens qui auront des questions, vous pourrez aller voir ces experts-là afin de pouvoir discuter et proposer des solutions, comme M. Traversy nous l'a aussi si bien suggéré. J'inviterai ainsi M. Sylvain Hyel à venir nous dire quelques mots. Bonsoir, merci d'être là. Merci de votre intérêt pour le transport collectif. On est toujours content de venir rencontrer les citoyens, nos clients, dans les communautés qu'on dessert. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques statistiques sur nos services, donc la ponctualité, l'achalandage, comment ça évolue. Mais d'abord, je voudrais rappeler à vos esprits un souvenir indélébile, probablement,
d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, le 13 mars, donc le 13 mars 2020, on débutait une pandémie, si vous vous rappelez bien. J'avais un conseil d'administration chez Exo, puis on faisait des présentations, puis personne ne nous écoutait. Tout le monde était sur leur téléphone, puis on sentait qu'il se passait quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi, jusqu'à temps qu'on comprenne que c'était le début de la pandémie. Ça a été une pandémie qui a été difficile pour tout le monde, évidemment, mais pour le transport collectif, c'est un des pires chocs qui a jamais été vécu par le transport collectif. Pourquoi? Notre mission, c'est de transporter des gens ensemble. On parle du transport en commun, donc mettre des gens ensemble dans un véhicule. Puis là, le gouvernement nous disait, bien là, vous ne pouvez plus être ensemble, il faut que vous soyez tous séparés. Fait que ça a été un très grand choc, évidemment. On s'en remet depuis, évidemment, mais c'est quand même tout un parcours qu'on a vécu dans les 5 dernières années au niveau du transport collectif. C'est moi qui le... Alors, pour vous donner une idée de notre achalandage, si on regarde nos données de 2024-2025, on voit qu'il y a toujours une croissance. Là, évidemment, la période d'été, c'est un peu plus bas, mais durant l'automne, ça remonte, évidemment. Fait qu'on voit qu'au niveau des autobus, on est à plus 6 % par rapport à l'année passée en termes de nombre de fréquentations. Et au niveau du transport par train, c'est plus 4 %. Je n'ai pas les statistiques du transport adapté, mais c'est énorme. Ça a vraiment cru de beaucoup. Là. Je ne voudrais pas dire des chiffres, mais on parle de plus de 20 % probablement, année sur année, en termes d'utilisation du transport collectif. Je vais juste... Donc, la couronne nord, c'est la ligne qui est bleue turquoise, là, si on veut. Donc, on a 11 % de croissance d'achalandage versus 2019. Donc, aujourd'hui, sur la couronne nord, il y a 11 % de plus de fréquentation qu'il y en avait en 2019 avant la pandémie. Fait que c'est vraiment repris ici sur la couronne nord. On le voit là, dans nos statistiques, on le voit aussi dans l'achalandage dans les véhicules. Donc, c'est repris. Puis pour ce qui est de Terrebonne-Mascouche, notre secteur Terrebonne-Mascouche, comme on dit, on est aussi à 105 % des utilisateurs qu'on avait en 2019. Donc, on a totalement repris. Dans certains secteurs, c'est plus difficile, notamment sur la couronne sud, où les travailleurs, c'est plus des travailleurs centre-ville, donc ils font plus de télétravail, ils prennent moins souvent le transport collectif. Même chose au niveau des trains. La reprise est plus longue, dû au fait que ces travailleurs-là qui s'en vont au centre-ville très souvent vont travailler plus souvent en télétravail, donc ça fait que l'achalandage n'est pas encore revenu au niveau de 2019. La ponctualité, on a un objectif d'atteindre 80 % de ponctualité. Là, on voit qu'on est à 77 % ici en 2025. Évidemment, on est tributaire de certains aléas routiers qu'on vit aussi en voiture, que ce soit la congestion routière, les détours ou la météo. On a eu quand même des conditions climatiques plutôt costauds cette année, en février. Donc, c'est sûr que ça affecte nos statistiques, mais globalement, on est à 77 %. 32 % des perturbations, comme on dit, sur notre réseau ont été dues aux conditions climatiques cette année. Pour les trains, on a une cible de ponctualité de 95 %. Donc, chaque train doit être à 95 % à l'heure à la fin du parcours. Donc, on voit là que les statistiques cette année sont beaucoup plus bas que ce qu'on a habituellement parce qu'on atteint cette cible-là de façon régulière, 95-96 %. Là, on est plutôt à 91, on voit du 87, donc beaucoup relié aux enjeux de météo. On a entendu parler du REM avec les aiguillages, ça nous affecte aussi les aiguillages, donc il y a beaucoup de processus qui nous permettent d'assurer la ponctualité des trains. Il reste que de la congestion ferroviaire aussi qui relève de d'autres compagnies de trains là, qui sont sur les mêmes voies que nous, qui fait en sorte qu'on n'a pas atteint là, depuis le début de l'année nos standards habituels. Au niveau du transport adapté, la ponctualité est excellente. Là, depuis le 1er janvier, on parle de 82 %. On a eu 89 % de satisfaction des services en 2024. Donc, il y a eu un record historique là, en octobre dernier. Là, je disais 20 %, mais c'est 22 % d'augmentation par rapport à l'année précédente.
Également, on offre du transport à la demande. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. On a un service justement ici, dans le coin à Terrebonne, qui a été implanté il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un beau succès aussi qui sert à desservir une clientèle un petit peu plus locale, si on veut, pour rabattre vers d'autres modes. Fait qu'on voit là que c'est en croissance également, le transport à la demande. On est rendu maintenant avec 4 projets qu'on suit l'évolution de ça. Le transport à la demande, en fait, ça ressemble à ce qu'on peut imaginer avec Uber, là, où avec une application mobile, on demande son transport en commun, puis il y a des jumelages qui se font de façon locale, puis le tracé de l'autobus ou du petit minibus, ou parfois c'est des taxis, comme ici à Terrebonne, vont dessiner leur trajet en fonction de la demande du moment. Alors, si on pense au transport collectif dans l'Anaudière comme tel, il y a beaucoup de projets qui se discutent. Il y a beaucoup de besoins et d'attentes aussi au niveau des services dans l'Anaudière, dans Terrebonne-Mascouche également. Donc, on le voit, la clientèle est au rendez-vous. On a des défis de financement de nos services, donc on voudrait être capable d'ajouter des services pour répondre à la demande puis produire de la nouvelle demande également. Donc, on travaille dans un cadre financier qui est assez difficile ces années-ci, mais on a quand même des projets dans nos cartons pour pouvoir développer ces services-là dans le futur. Alors, je pense qu'on a une période de questions. C'est écrit période de questions. OK. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette mise à jour. Donc, comme on l'a dit, cela nous amène à notre section prévue sur les panels, à commencer par le premier intitulé « Le transport collectif en territoire exo dans l'Anaudière, aujourd'hui et demain ». S'en suivra une période de questions de 5 minutes sur le sujet du panel. Donc, pour les personnes en ligne et en personne, ma collègue Catherine pourra se déplacer dans la salle. Catherine ici, voilà, pourra se déplacer dans la salle avec le micro pour prendre vos questions. Et pour les journalistes ou autres personnes qui désirent avoir un entretien sur un sujet différent, vous pourrez aller voir mon collègue Moïse et ma collègue Andréane aussi, qui sont derrière, qui pourront vous aider avec vos sujets. Donc, j'accueille maintenant sur scène M. Marc Rousseau, directeur exécutif exploitation chez Exo, qui animera ce panel, ainsi que Mme Marie-Ève Couturier, conseillère municipale et présidente de la Commission du développement, de l'aménagement du territoire, de la mobilité et de l'habitation à Terrebonne, Mme Martine Roux, conseillère municipale Ville de Repentigny et présidente du comité mobilité et transport en commun, ainsi que Catherine Beaulieu, directrice développement et planification de la mobilité d'Exo. Bon panel! Donc, dans un contexte où les enjeux de congestion routière et d'émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus pressants, je pense qu'il est important de se questionner sur les meilleurs moyens pour favoriser l'utilisation du transport collectif. D'autant plus que les employeurs sont de plus en plus, demandent de plus en plus à leurs employés de revenir au bureau. Ça met de plus en plus de pression sur le transport, sur le réseau routier, pardon. On le constate, il y a de plus en plus de trafic à tous les jours. Et d'autant plus qu'ici, sur la Couronne-Nord, les élus sont très vocaux, je dirais, avec très grande satisfaction. Ils font des demandes répétées au gouvernement dans les dernières années pour obtenir des services qui sont fiables et de qualité et qui répondent aux besoins de la population. Donc, chers panélistes, merci d'être là. Je n'ai pas besoin de vous présenter. Ma collègue Gabrielle l'a déjà fait. Alors, merci d'être là ce soir. Donc, ma première question pour vous. Quelle est, selon vous, la meilleure façon de prévoir les dessertes de transport collectif sur un territoire comme la Couronne-Nord? Je vais commencer par toi, Catherine, si tu veux bien nous aider à partir de cette question-là. Parfait, mais merci Marc. En fait, je dirais que ça part beaucoup par l'écoute des besoins, l'écoute des citoyens. Je peux peut-être vous expliquer rapidement comment on procède pour planifier une offre de service dans un territoire comme la Couronne-Nord. En fait, je dirais qu'il y a 2 volets. Il y a un volet un petit peu plus approche court terme,
où là, c'est nos changements qu'on fait d'horaire typiquement 3 fois par année, donc à l'hiver, donc au retour des fêtes, aussi à l'été, puis ensuite pour la rentrée scolaire à la fin août. On peut de temps en temps faire aussi une période optionnelle au printemps. Donc, dans ces changements-là, on va avoir recueilli des commentaires qu'on a reçus sur la période précédente, donc des demandes de changement d'horaire pour faciliter des correspondances, pour repartir plus tôt, plus tard, un arrêt plus proche de la maison, bref, toutes sortes de demandes. On a aussi des commentaires de nos collègues sur le terrain, des transporteurs qui font le service. Donc, on recueille tout ça et on fait des analyses en regardant une foule de données pour prendre les meilleures décisions possibles. Parce que parfois, la demande qu'on reçoit, peut-être que oui, en bougeant le départ, on va favoriser cette personne-là, mais on peut nuire à beaucoup d'autres qui vont perdre une correspondance ou eux arriver en retard. Donc, c'est toujours des compromis pour essayer de maximiser pour le plus grand nombre de personnes les choix. Puis bien sûr, on l'a mentionné d'entrée de jeu, on est aussi limité par certaines contraintes financières qui est une très, très importante, comme vous en doutez, mais aussi d'autres contraintes plus opérationnelles. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on essaie de faire, qu'on tente de faire les meilleurs choix puis de rester à l'écoute. On a aussi un projet plus long terme de voir l'ensemble des services plus en profondeur, vraiment plus les tracés en profondeur. C'est notre programme qu'on appelle les refontes de réseau. On est d'ailleurs en cours là, de processus ici même dans le territoire de Terrebonne, mais en général sur la Couronne Nord. Et donc, dans ce processus-là, on fait des consultations, autant pour le public que des parties prenantes comme des employeurs, des cégeps où on se trouve, pour bien prendre le pouls des étudiants, des besoins pour l'emploi d'organismes. Donc, cette première phase-là est vraiment pour les besoins. Puis ensuite, on retourne aussi en consultation publique pour montrer un nouveau réseau, à quoi ça peut ressembler, est-ce qu'on a bien capté les besoins et continuer de faire des modifications jusqu'à temps qu'on fasse la mise en service. Merci, Catherine. Madame Couturier, comment on dessine ça, un système de transport collectif là, sur la Couronne Nord, par exemple? Oui, bien alors, je proposerais, il y a les enquêtes de mobilité qui sont faites actuellement aux 5 ans, et puis depuis les années 70 que c'est fait sur une base de 5 ans. Peut-être qu'on pourrait revoir la fréquence, l'augmenter. Le développement de certaines villes a atteint sa limite dans certains cas sur la Couronne Nord, mais il y a d'autres villes qui sont en pleine expansion. Donc, parfois, comme ville, on le voit, là, on pense développer un secteur, puis finalement, il y a quelque chose qui nous empêche de développer ce secteur-là, puis finalement, c'est un autre secteur qu'on va prioriser. Fait que de se parler sur une base plus fréquente, de faire les enquêtes, ça pourrait aider à mieux planifier. Catherine le mentionnait, on tient compte des développements résidentiels, évidemment, mais il faut aussi tenir compte des investissements au niveau industriel, commercial, aussi institutionnels, qui vont devenir des pôles de destination, qui vont générer des déplacements. Comme ville, évidemment, planifier à quel endroit on prévoit installer des terminus, même les abribus aussi, on peut le planifier. Les refuges sur les rues, les endroits où la rue s'élargit pour qu'il y ait un embarquement et un débarquement plus sécuritaire. Puis là, je sens que je vais laisser du temps à ma collègue à côté, fait que je vais m'arrêter ici. Madame Roux, je serais intéressé d'avoir votre point de vue également. Oui, bien, difficile d'en rajouter sur ce que ma collègue a mentionné, mais c'est sûr que pour nous, ça prend une meilleure concertation au niveau des villes, des MRC, des développeurs aussi, pour faire connaître à l'avance quels sont les projets de développement qu'on met tout de suite dans la loupe. Le transporteur EXO ou la planification au niveau du transport collectif, je pense que c'est la clé pour qu'on ait une planification intégrée des transports collectifs. Tout à l'heure, on a parlé, mais M. Yel aussi a mentionné la difficulté de financement, mais je pense qu'il faut avoir aussi un financement prévisible, stable, équitable du financement du transport collectif pour y arriver à une meilleure planification. Et je pense quand même aussi, on parlait des délais, des enquêtes, mais
Je pense qu'on aurait aussi tout intérêt à être agile. On le mentionnait, le 5e anniversaire de la pandémie, ça l'a chamboulé, oui, nos habitudes de vie, mais le milieu de travail aussi a changé, les habitudes ont changé, et il faut être capable de répondre aux besoins des travailleurs, des étudiants, mais aussi de toute la société là, on ne souhaite pas une autre pandémie, c'est bien certain, mais il faut être capable aussi de manœuvrer à travers ça, à travers les habitudes qui changent et à travers les besoins qui changent. Ce soit la planification, Marie-Ève l'a mentionné aussi, mais il faut aussi que ça amène les usagers vers des pôles d'intérêt, vers les grands employeurs, mais vers aussi des loisirs. Là, on parle, on pourrait donner un exemple du train de l'Est. La ligne Mascouche, elle se rend au centre Bell, mais elle ne passe pas la fin de semaine, puis elle ne passe pas le soir. Fait que c'est impensable d'y aller en train alors qu'il passe à Repentigny, passe dans nos municipalités. Mais il n'y a pas de service, donc on ne peut pas le prendre pour des événements comme ça. Alors, pas mal le tour. Alors, donc, effectivement, les habitudes de déplacement évoluent plus rapidement qu'on était habitué. Les pôles également d'intérêt évoluent aussi avec l'évolution des villes. Donc, je pense qu'effectivement, Catherine, c'est du bon input qu'on reçoit ce soir pour être capable d'améliorer notre planification. Alors, ma deuxième question pour vous est la suivante. C'est en couronne que le nombre de véhicules par ménage est parmi les plus élevés de la région métropolitaine. Dans les statistiques que j'ai, moi, ça tourne autour de 1,7, 1,8 véhicules par ménage. Donc, comment pourrait-on offrir plus d'alternatives à l'auto solo, selon vous, aux citoyens des couronnes? Je me lance? OK. Allez-y donc. Oui. Alors, on a fait quand même du bon travail là, dans les dernières années. Je vais être chauvine à Terrebonne. Donc, on a offert quand même un nombre d'alternatives intéressantes à l'auto, soit Bixi. On a Communauto, puis avec votre aide Exo à la demande, qui est un service qui est très utilisé à Terrebonne. On a un territoire limité pour ce service-là, fait que je pense qu'on pourrait espérer dans les prochaines années pouvoir l'offrir sur une plus grande portion du territoire de Terrebonne. Fait que je pense que plus il y a d'alternatives à l'auto, plus il y a de chances que les gens délaissent l'auto. Il faut évidemment que le trajet soit rapide, qu'on soit confortable, que ce soit fiable, bien entendu. Les villes peuvent faire un bout de chemin aussi avec, si on veut combiner la mobilité active avec le transport collectif au niveau du réseau cyclable, les villes ont un rôle à jouer, donc faciliter la connexion avec les différentes villes autour, faire en sorte que le trajet soit sécuritaire là, sur l'ensemble. On a entendu aussi dernièrement le gouvernement qui voulait inviter les entreprises à collaborer dans la planification du transport collectif, mais évidemment, si les entreprises s'impliquent, on veut quand même que l'État demeure engagé dans la bonification de l'offre pour qu'elle soit réelle. Puis, il y avait un point, et je me permets de revenir, là, je voulais lancer une idée. Peut-être les trajets d'autobus, j'ai vu que la Ville de Québec revenait à un ancien modèle qui fait que plutôt que de rentrer dans les petites rues locales pour que les arrêts soient toujours à moins de 200 mètres des citoyens, d'offrir des trajets plus directs, donc qui seraient plus rapides. Je comprends que ça ne répond pas aux besoins de l'ensemble de la clientèle, mais ça pourrait satisfaire les besoins d'une certaine portion. Fait que je pense que ça serait intéressant de regarder cette option-là. Effectivement, très intéressant. Madame Roux, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Bien d'accord. Beaucoup de points que j'avais aussi identifiés. C'est sûr qu'on demande à l'automobiliste de rompre avec ses habitudes. C'est pas rien. Au niveau du transport, c'est ça, je pense qu'il faut que le transport, il faut que ce soit facile, confortable, comme on disait, il faut que ce soit simple aussi. Peu de transferts. Si on a 3 ou 4 transferts, je pense qu'on n'amènera pas nécessairement les gens.
On perd notre monde en faisant ça. Il ne faut pas non plus opposer la voiture et le transport collectif. Je pense que les deux, ça peut très bien cohabiter, surtout dans une couronne comme la couronne nord. Comme on le mentionnait, je pense que c'est essentiel d'interconnecter nos municipalités aussi. Pour vous donner un exemple, j'ai regardé par curiosité le trajet en autobus, partir de chez moi à Repentigny pour venir ici au Cégep de Terrebonne. Ils me font prendre un autobus, ils m'amènent à Montréal. Je vais prendre un autobus de Montréal à Mascouche. Mascouche est ici, c'est 2h30. C'est sûr que l'automobiliste, là, il va prendre son auto, il va s'en venir. Donc, il faut que ce soit avantageux, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit facile d'acheter son billet, de payer. On en a parlé aussi de payer par l'application. Et ça fait pas mal le tour. Et j'avais aussi souligné, Marie-Ève, moi aussi, j'avais vu ça au niveau du transport à la demande, où c'est moins dense. C'est sûr, prendre les gens où c'est moins dense, les amener sur des lignes du transport structurant, plus direct. Je pense que ça amènerait les gens à délaisser au moins la voiture pour ces trajets-là. Vous parliez des tracés intercouronnes. Effectivement, il y avait un reportage d'ailleurs à Radio-Canada hier soir. Je pense que les gens ont parti de Deux-Montagnes pour se rendre à Terrebonne. On parle de presque 2 heures de trajet d'autobus, alors que ça prend peut-être autour de 30 minutes en voiture. Donc, Catherine, comment ça fait qu'on s'est retrouvé avec ça, des lignes là, qui passent par Montréal pour venir... Catherine, c'est notre responsable du développement transport collectif chez Exo en passant. Donc, j'ai la question. On a la bonne personne pour nous expliquer ça ce soir. En fait, historiquement, la demande était vraiment vers le centre de l'agglomération. Les gens des banlieues voulaient aller vers le centre, vers Laval, vers Montréal pour travailler, pour étudier, puis ils revenaient le soir. Donc, le réseau, on est un peu tributaire de cette historique-là. Et bien sûr, les couronnes ont beaucoup changé. Maintenant, on ne fait pas juste dormir à Terrebonne. On peut y étudier, on peut y travailler, on y a des loisirs. Donc, il faut vraiment diversifier les lignes. Donc, vraiment faciliter, comme vous l'avez dit, le local, le intermunicipal. Vous avez raison qu'il faut favoriser des lignes plus directes sur des collectrices pour que ça soit plus rapide. Une des idées qu'on a par rapport à ça, parce que oui, on y travaille ça, à faire des lignes un petit peu moins circuit de laitier qu'on appelle, mais il y a aussi tout ce qui est mesures préférentielles pour bus, là, dans notre jargon, donc tout ce qui est voies réservées, les feux chandelles, baies de refuge, je vous en avais parlé. Donc ça peut être vraiment des moyens de faire que l'autobus, s'il y a une priorité, il va plus vite, et là, ça devient intéressant de l'utiliser. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut vraiment accélérer. Puis aussi, ce qui revient beaucoup là, pour être une belle alternative, c'est la fréquence. Ça, c'est la réponse numéro 1 qu'on entend dans toutes les consultations publiques qu'on fait. Les gens veulent plus de fréquence parce qu'on n'a plus besoin de regarder l'heure. Mais là, ça devient vraiment une alternative intéressante. Fait que ça aussi, on y travaille, mais vous comprendrez que c'est sûr que plus on veut ajouter du service, plus ça demande des sous. Mais quand on peut le faire, c'est sûr que c'est aussi une autre stratégie qu'on regarde. Donc, c'est vraiment une de nos intentions d'améliorer, dans le fond, le réseau Est-Ouest dans chacun des bancs. On entend les mêmes choses sur la Rive-Sud. Hein? Donc, on a réglé une partie du problème là, avec l'arrivée du REM sur la Couronne Sud. On a réinvesti beaucoup dans les services locaux, mais je pense qu'il faut aussi trouver une façon de le faire sur la Couronne Nord. Tu parlais de financement qui n'est pas toujours au rendez-vous pour être capable de développer nos idées. Donc, on le sait qu'il est pas possible aujourd'hui, puis Sylvain en a parlé également, de pouvoir développer notre offre de service par manque de financement. Mais mettons là, qu'on se permet de rêver un peu, puis qu'il n'y a pas de contraintes. Mettons qu'il n'y en a pas de contraintes. Alors, je vous demande, qu'est-ce qu'on ferait, quelle serait en fait votre vision du transport collectif si on n'avait pas ces contraintes de financement là, au moment où on se parle? Madame Roux, je vais commencer avec vous cette fois-ci. Nous, on a un beau projet qui s'en vient à Repentigny. On est bien contents. Le projet structurant de l'Est, le tramway, qui l'annonce a été faite la semaine passée. Bien là, c'est sûr qu'il va falloir développer le réseau autour de ce tramway-là. Pour le faire vivre aussi et pour qu'il soit utile et qu'il rencontre les objectifs. Il faut absolument l'alimenter. Au niveau de... S'il n'y avait pas du tout de contraintes, je pense qu'on a parlé quand même
beaucoup de propositions là, qu'on a fait au niveau de la planification et tout ça. Moi, je rajouterais peut-être... oui, on a parlé du mode structurant, mais il faut vraiment, je pense, regarder au niveau des besoins réels des usagers. La fréquence aussi, ça revient aussi dans nos demandes, nos citoyens nous en parlent. Il y a des autobus qui passent aux heures, aux 2 heures. Ça, c'est sûr, sur des lignes, je pense, majeures, il faut absolument augmenter cette fréquence-là. L'intermunicipalité, on en a déjà parlé. Alors, je laisserai ma collègue, peut-être à Marie-Ève, d'ajouter... Alors, Mme Couturier, mettons qu'on veut augmenter là, 5 de notre offre de service. Là, comment vous voyez ça, vous? Oui. Je ne sais pas si ça rentre dans le 5 mais bon, évidemment, j'avais noté la fréquence, l'aménagement de voies réservées, on l'a nommé aussi. Ça permettrait de rendre le transport plus attractif parce qu'on veut que ce soit plus rapide. Hein, si on prend l'autobus plutôt que notre voiture, il faut que ce soit plus rapide. Ce qu'on entend régulièrement aux séances du conseil municipal à Terrebonne, c'est que nos gens aimeraient que le terminus d'autobus soit un peu plus confortable et accueillant. Donc, si on peut avoir des abris fermés, chauffés, alors ça s'est lancé. Puis, pourquoi pas une tarification? Bien, en fait, une gratuité pour les étudiants. Là, je ne sais pas si on respecte le budget, mais on l'offre sur la Couronne-Nord pour les aînés, mais je pense que pour créer des bonnes habitudes de vie dès le départ, d'offrir le transport collectif gratuitement à nos jeunes permettrait peut-être que ça puisse se perdurer dans le temps. Je n'aille pas l'idée parce que, dans le fond, nos jeunes, c'est la clientèle de demain. Hein? Donc, nos étudiants, là, c'est eux qui vont poursuivre dans le transport collectif. Donc, d'investir, bien sûr. Je tenais hier au conseil municipal, mardi au conseil municipal, j'ai 3 jeunes filles de la Maison des jeunes qui sont venues 14-15 ans, là, justement, nous faire cette demande-là et justement réfléchir en disant les étudiants ou les élèves de moins de 14 ans ne peuvent pas légalement travailler. Ils doivent s'acheter des passes. Donc, pourquoi eux, ils doivent payer et pendant qu'on offre le transport gratuit aux aînés? Alors, on a trouvé l'intervention, c'est très structuré, très rafraîchissant aussi que des jeunes comme ça se déplacent à l'hôtel de ville pour venir nous faire leur demande. Donc, j'abonde dans le même sens. Demande très légitime, effectivement, avec la comparaison qu'ils vous ont faite. Oui. Catherine, on te donne un chèque en blanc. Là. Toi, tu fais quoi avec ça? Là? Comment tu développes le transport collectif sur la Couronne-Nord? Il y a tellement, on en a nommé beaucoup, mais je dirais dans les priorités, là, si je me limite à quelques idées, c'est sûr qu'il y a des quartiers qui restent aucunement desservis ou très mal desservis. Je pense à des nouveaux quartiers qui ont poussé dans les dernières années, puis le transport collectif n'a pas suivi. Urbanoba, tout près d'ici, par exemple. Des parcs industriels aussi très mal desservis, donc on pourrait favoriser l'emploi. On vit beaucoup de problèmes de surcharge sur la Couronne-Nord, des bus pleins, les gens doivent attendre quelques départs, donc c'est sûr que bonifier ces lignes-là qui fonctionnent bien, on aimerait ça faire ça en priorité. Mais aussi, si on se projette un peu, là, donc en général, bonifier la desserte avec toutes les idées que vous avez dit, là, de nouveaux axes est-ouest, de la desserte plus structurante sur des grands axes, puis des liens intermunicipaux. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on veut se diriger. Super. Écoutez, je pense qu'on a eu des bons échanges. Les échanges qu'on a eus, c'est la preuve de l'importance cruciale du transport collectif. Moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre des élus de nous parler de transport collectif, puis de voir que vous avez non seulement des concepts, mais une vision de ce que ça peut être le transport collectif, de ce que c'est aujourd'hui et ce que ça peut surtout devenir demain. Donc, en particulier dans les couronnes où la croissance démographique, elle est forte, où les villes, pour demeurer attractives d'un point de vue économique, doivent bénéficier, dans le fond, d'un bon service de transport collectif. Il y a des projets en cours, comme la mise en service des branches nord-est du REM, ainsi que les récentes initiatives d'Exo pour moderniser les infrastructures et diversifier les services. Donc, ça témoigne un engagement fort, je pense, de notre part de pouvoir continuer à développer une mobilité qui est plus durable et accessible. Il y a la consultation publique et l'implication des citoyens dans le processus de planification, Catherine en a parlé, qui sont des éléments également clés
pour assurer que nos réseaux de transport reflètent réellement les besoins des usagers. Puis, vous avez parlé, Mme Roux, également de l'annonce du tramway qui a été annoncée pas plus tard que la semaine dernière. Donc, à l'aube de ces changements, je pense qu'il est essentiel de continuer à collaborer, à innover, à ajuster nos stratégies pour garantir que chacun puisse bénéficier d'un transport collectif de qualité. Donc, mesdames les panélistes, merci beaucoup. Merci. On est rendu à la petite période de questions qu'on s'est donnée pour effectivement donc, période de questions en lien avec le sujet du panel, bien sûr, puis à voir à qui s'adresse la question. Est-ce que c'est pour un de nos panélistes, un ou une de nos panélistes? Bonjour, c'est moi. Nous avons le temps pour une ou deux questions parce qu'on a eu quand même des échanges intéressants, puis on va finir par manquer de temps. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question à poser à nos panélistes? Donc, bonsoir. Ma question, c'est principalement par rapport à la ligne de train Mascouche. Présentement, on n'a exclusivement que 8 trains par jour. Je sais qu'on est en voie unique et qu'on a besoin de s'occuper avec le CN, mais avec le REM qui s'en vient plus tard dans l'année, y a-t-il par hasard plan d'améliorer la fréquence pour ce train? Catherine, veux-tu prendre la question? Oui, merci pour votre question. Vous avez mentionné la voie unique qui est effectivement une des contraintes qui limite un peu ce qu'on peut faire comme ajout. Une autre grande contrainte de la ligne, c'est qu'elle emprunte les voies du CN aussi sur une grande portion. Donc, il y a beaucoup de trains de marchandises. Donc, on doit naviguer avec ça. Donc, il y en a des opportunités, mais je vous dirais que ce n'est pas simple à mettre en place. Mais vous avez raison que déjà, avec l'arrivée du REM, pour aller au centre-ville, ça va être très facilité parce qu'il va y avoir une connexion, plus besoin de faire le grand tour de la montagne. Donc, on croit quand même qu'il va avoir un nouveau regain avec cette nouvelle correspondance-là qui va être possible et facilitée. Mais oui, on voudrait, dans le futur, bonifier cette ligne-là, plus de fréquences à différentes heures. Ça va demander un petit peu de temps. Moi, j'avais une question, en fait. C'est aussi par rapport au train. On parle de possiblement mettre fin au service des lignes de train, notamment celle de Mascouche. Puis aussi, c'est ce qu'on constate dans certains médias. Par exemple, je peux citer 3 lignes de train de banlieue qui pourraient disparaître dans la région de Montréal, dans Le Devoir, paru le 11 septembre 2024. Puis d'un autre côté aussi, plus récemment, il y a des articles qui parlent de vouloir améliorer l'accès aux services. Puis justement, comme quoi on investit dans le réseau ferroviaire, ce que je trouve qui est en soi une bonne chose. Mais par contre, en quelque sorte, ça suscite quand même certaines interrogations chez plusieurs usagers de la Couronne Nord, notamment un peu la présence de cette contradiction-là. Donc au final, ma question, c'est un peu, c'est quoi l'état de la situation actuelle concernant ce dossier-là? Puis aussi, c'est quoi les mesures qu'on compte mettre en place pour justement éviter cette réduction des services-là? Alors, c'est pas la première fois que j'entends la question. Donc, ce n'est pas dans l'intention d'Exo de fermer aucune ligne de train qui existe aujourd'hui. Pour ce qui est de la ligne Mascouche, c'est sûr que lorsque le REM va être lancé, bien, notre ligne va arrêter de se rendre, en fait, jusqu'à Montréal. Donc, on n'aura plus le détour de la montagne à faire, ni de se rendre jusqu'à Montréal. La correspondance va se faire, le terminus, en fait, l'intermodal va se produire à la nouvelle gare Côte de Liesse. Moi, j'ai l'A40 dans la tête parce que c'est le nom qu'on lui a donné à l'interne, mais c'est vraiment la gare Côte de Liesse. Donc, il va y avoir vraiment une correspondance que les gens vont pouvoir prendre à partir de Côte de Liesse pour prendre le REM, soit continuer vers l'ouest. Donc, on vient d'accélérer le mouvement est-ouest avec le REM pour se rendre jusqu'à Deux-Montagnes ou dans Salorme, ou tout simplement correspondre et rentrer vers Montréal à travers le REM. Il y a également notre ligne traverse aussi le métro Sauvé, donc bien sûr, ça aussi, ça va se poursuivre, mais donc la ligne va être réduite pour être plus efficace. Catherine, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Juste pour compléter, pour l'ensemble des lignes de train, on croit vraiment à ce mode de transport-là comme un mode complémentaire au bus, au transport de demande ou des modes plus locaux. Ça reste quelque chose de très confortable, ça transporte beaucoup de gens sur des longues distances et c'est aussi très efficace avoir des voies comme ça dédiées. Donc, on compte vraiment sur ces lignes-là dans le futur. Tout à fait. Bonjour.
Dans le fond, on représente l'association étudiante de Terrebonne et on avait une question qui touche plus les étudiants parce que, veux pas, c'est quand même eux qui sont le plus touchés dans notre secteur parce que la plupart n'ont pas de voiture. Puis on voulait savoir si c'était possible de, dans le fond, synchroniser les transports en commun avec les horaires des étudiants parce que c'est pas tous les horaires qui sont faits pareil, dépendamment des cégeps. Quand je pense à Montmorency, par exemple, ils ont des cours qui commencent aux demi-heures, tandis qu'à Terrebonne, c'est aux heures. Donc, on voulait savoir s'il y avait une manière de synchroniser tout ça pour justement adapter avec le plus de monde possible. Je peux répondre à cette question-là. En fait, je vais rentrer dans un sujet complexe de planification de transport collectif, mais à Terrebonne, le terminus Terrebonne nous sert de pôle de correspondance. Et comme j'imagine, vous le savez, en prenant nos services, là, tous les bus partent à E22 et 52 et ils arrivent donc juste un petit peu avant E22, un petit peu avant 52. Et ça permet que de partout à Terrebonne ou de Montréal, on puisse aller partout où on veut. Donc, c'est sûr que nos horaires, après, ils sont vraiment conditionnés avec le 22-52. Puis quand c'est aux heures, bien sûr, c'est un de ces deux chiffres-là. Donc, mais pour les heures, disons, plus typiques de cours au cégep, on arrive à peu près 15-20 minutes avant le début des cours. Donc, on s'assure que ça reste raisonnable la plupart du temps, mais je comprends qu'au cégep, il y a souvent des horaires un peu particuliers. Mais c'est des choses qu'on regarde. Puis si vous avez des suggestions plus précises, il faudrait aller à nos experts tout à l'heure qui pourront aider ou prendre en note au moins. Puis comme je vous dis, on regarde tout, mais après, il faut toujours faire ce qui profite à la majorité. Fait que des fois, c'est des choix déchirants, mais quand on peut, c'est sûr qu'on ajuste ça. Je remercie, mais je n'ai pas de micro. J'aimerais avoir un micro. Merci, Catherine. Alors, merci Marc pour ce panel. Merci Mme Roux, Mme Couturier, Catherine. C'était des échanges constructifs et ça démontre encore plus l'importance du développement de la mobilité durable en territoire métropolitain. Merci, mesdames. Alors maintenant, place à ce deuxième panel de la soirée intitulé « L'innovation au service de la mobilité durable ». Et pour ce faire, j'accueille Mme Caroline Julie Fortin, directrice communication et affaires publiques, mobilité clients et partenaires chez EXO. Merci, madame. Ainsi que M. Patrick Charbonneau, maire de Mirabel, M. Pierre Berthiaume, président-directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, ainsi que Marie-Hélène Cloutier, directrice exécutive mobilité, clients et partenaires chez EXO. Bon panel. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. C'était un panel très intéressant. Je n'ai aucun doute que nous saurons en faire autant. Néanmoins, nous allons changer de thématique. On va davantage parler de l'innovation, qui est assez importante pour nous chez EXO. D'ailleurs, ceux qui ont lu la presse cet après-midi auront peut-être eu un petit extrait d'éléments qu'on va partager aujourd'hui, puisqu'il y a un article qui est paru spécifiquement là-dessus cet après-midi. Mais comme le temps a filé, nous allons nous lancer tout de suite dans le vif du sujet. Je n'ai pas besoin de présenter nos panélistes, que je remercie d'ailleurs d'être avec nous ce soir. Donc, on va y aller directement, sinon on va me demander de maintenir davantage le temps. Top chrono, 15 minutes pour ce panel. Pour débuter, puis bien sûr cadrer la discussion un peu à l'image de ce qu'on a fait avec le premier panel, j'aimerais qu'on puisse expliquer comment chez EXO on conçoit l'innovation. Marie-Hélène, veux-tu te lancer en premier, s'il te plaît? Bien, avec plaisir. Moi, je suis contente de parler d'innovation. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on utilise chez EXO vraiment pour répondre aux besoins des clients puis continuellement travailler la performance autant que possible. L'innovation chez EXO, ça fait vraiment partie de notre ADN. Tous les jours, à travers notre modèle unique, très agile, ça nous permet d'innover de différentes façons. Et c'est une façon vraiment structurée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on innove, ce qu'on souhaite, c'est vraiment s'assurer de répondre aux besoins des clients, de régler des défis opérationnels et surtout de maximiser l'utilisation ou les tests d'innovation qu'on peut faire sur l'ensemble de notre territoire. On a un territoire très vaste, 84 villes, avec vraiment des particularités sur le territoire qui fait qu'on peut vraiment tester des choses différentes. Donc, c'est ce qu'on a derrière la tête lorsqu'on parle d'innovation chez EXO. On a une approche basée sur l'expérimentation et vraiment avec une approche également de projet pilote.
Quand on parle d'expérimentation, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne fait pas des tests pour faire des tests. Ils sont planifiés. On veut bien monitorer les résultats de ce qu'on fait. Et pourquoi est-ce que je mentionnais également la notion de projet pilote? C'est que ce qu'on souhaite, c'est faire des petits projets rapidement, monitorer vraiment les résultats, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, se réajuster. Puis cette approche-là, ça nous permet vraiment de limiter notre risque, puis de s'assurer vraiment qu'on est capable de réchapper lorsque le projet qu'on veut lancer fonctionne peut-être un peu moins bien que ce qu'on souhaitait. Il y a 3 clés de succès quand on fait de l'innovation chez Exo qu'on essaye d'amener vraiment dans notre quotidien. Premièrement, s'assurer que l'innovation est orientée sur les besoins de nos clients. C'est vraiment l'orientation qu'on s'est donnée. On peut faire de l'innovation sous plusieurs thématiques. C'est celle-là qu'on s'est dotée, qu'on a choisie. S'assurer de se lancer rapidement, mais surtout de s'ajuster, comme je le mentionnais, parce que, bon, on peut tester pendant longtemps, mais quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, on l'adresse. Et surtout, monitorer nos résultats dans cet esprit-là. Et le dernier point, la dernière clé, c'est la collaboration. Lorsqu'on se lance en innovation, que ce soit dans une ville ou peu importe, dans un terminus, bien, on a besoin de collaborer avec des partenaires, avec des gens qui accueillent cette innovation-là à travers les gens qui les utilisent. Donc, on fait énormément de sondages. Donc, la collaboration, c'est le 3e pan sur lequel on travaille. Donc, j'ai 2 innovations, puis on va manquer de temps ce soir, mais peut-être si vous avez des questions, on peut en discuter un peu plus tard avec plaisir. Évidemment, le transport à la demande, on en a parlé, c'est des projets pilotes qu'on roule depuis maintenant plus de 3 ans. Le premier transport à la demande, on l'a lancé en quelques mois seulement. Ça a été piloté par l'équipe de Catherine que vous avez vue dans la chaise ici avant. Quelques mois pour le mettre en branle, mais vraiment, on l'a ajusté à plusieurs égards. On a même testé des choses différentes à Terrebonne, justement, avec notre modèle. Et j'ai envie de vous parler également d'un projet qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Navilens, qui sont en fait des codes QR qui aident la clientèle qui a besoin d'assistance dans leur déplacement. Ça leur permet vraiment d'avoir de l'information voyageur audible à travers le scan d'un code QR pour mieux se déplacer sur notre territoire. Donc ça, c'est notre plus récente innovation, puis on est tellement satisfait des premiers résultats qu'on va l'étaler un petit peu plus large sur notre réseau bientôt. En effet, annonce à venir. Là, on ne m'entend pas. Mais effectivement, il y a des annonces à venir. Puis c'est vrai que souvent, on va parler d'innovation comme étant quelque chose de très technologique. Nous, on utilise la technologie, mais aussi dans l'esprit de répondre à un besoin client. On a parlé du partenariat avec les municipalités, entre autres. Chers partenaires municipaux, maintenant, je m'adresse à vous, peut-être M. Charbonneau en premier. Comment est-ce que vous, comme partenaire municipal, vous pouvez nous aider à faire de l'innovation, à y collaborer? Bien, c'est sûr que quand on est un gouvernement de proximité, la première base, c'est qu'on est au fait même du plancher de savoir c'est quoi les besoins qui sont présents. Quand on parle d'innovation, évidemment, on a parlé d'innovation technologique, mais juste de faire quelque chose qui ne se faisait pas auparavant, c'est de l'innovation. Puis quand on regarde les villes, la manière qu'elles se structurent, c'est que les revenus fonciers, c'est la principale source d'approvisionnement pour être capable d'offrir des services à la population. Par contre, le revenu foncier, ce n'est pas juste les propriétés, c'est aussi les quartiers industriels. Puis quand on a un quartier industriel, il faut s'assurer que ce quartier-là puisse proliférer dans le temps, puis continuer d'avoir de l'expansion, puis de devenir attractif aussi pour aller chercher de plus en plus d'employés, mais aussi de la relève, parce que c'est souvent ce qu'on néglige. Nous, on a la chance, à Mirabel, d'avoir un quartier industriel en aéronautique. Aux dernières nouvelles, je ne pense pas qu'un avion, ça se construise en télétravail. Ça prend du monde en présentiel pour venir la monter. Fait que quand on a des travailleurs, il faut absolument leur donner les moyens de pouvoir venir exercer leur métier dans notre municipalité. Mais l'autre chose aussi qui existe, c'est toute l'espèce de relève qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Parce que quand nos étudiants sont à Montréal, puis ils n'ont pas de voiture parce qu'ils ont quand même un transport qui est adapté pour eux à Montréal, mais qu'on ne l'a pas, nous, dans la couronne nord, bien, à ce moment-là, il faut trouver une façon d'aller les chercher. C'est comme ça que la navette YMX a vu le jour. On s'est tout simplement assis avec Exo, on a regardé les besoins qu'on avait de pouvoir amener cette main-d'œuvre-là, de pouvoir amener la relève aussi, parce qu'il faut absolument l'assurer, parce que quand les gens vont partir, ça en prend d'autres qui viennent, puis ça prend des gens qui s'intéressent, des gens qui se passionnent à l'aéronautique ou dans n'importe quel milieu
industrielle. C'était la façon qu'on était capable de pouvoir attirer cette main-d'œuvre-là et cette relève-là. C'était tellement une bonne idée que dernièrement, la ministre Guilbeault a dit « Mon Dieu, Mirabel et Exo, vous êtes bien bons. Bien, on va faire une politique de financement pour être capable de subventionner à 50 % de ce que ça va vous coûter de pouvoir déployer le transport pour les quartiers industriels. » Fait que si ça, ce n'est pas une belle innovation, je me demande ce que c'est. Je suis assez d'accord. Vous parlez d'une innovation qui vient toucher le financier, l'économique. M. Berthiaume, avez-vous quelque chose à ajouter sur le rôle que vous pouvez jouer? J'ai rien à rajouter, je pense que c'était complet. Non, tu sais, j'ai deux chapeaux. Là. Le chapeau sur lequel on m'a invité, c'est comme président-directeur général de la Chambre de commerce ici dans la région, mais je suis aussi maire suppléant et conseiller municipal. Alors, je comprends très, très bien ce que mon confrère dit au niveau du gouvernement de proximité. Maintenant, au niveau des entreprises, si je mets mon chapeau de PDG de la Chambre, il est clair que ça développe. La région ici de Terrebonne et Mascouche, la région des Moulins, est une région qui est en pleine effervescence. Au niveau économique, ça va bien. Mis à part nos voisins du Sud qui nous envoient quelques messages à l'occasion depuis les dernières semaines, il y en a pas moins que la réalité est que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, ont besoin d'avoir une accessibilité à cette main-d'œuvre-là. Patrick en parlait tantôt, mais cette main-d'œuvre-là ne peut pas se déplacer comme elle souhaite. Si on prend juste le Centro-Parc, l'aéroport de Mascouche, qui a été développé en Centro-Parc, qui s'est développé beaucoup plus rapidement qu'on le pensait. C'était un échéancier d'à peu près 10 ans. Ça s'est fait en 3 ans et demi à peu près. Ça s'est fait tellement rapidement qu'à un moment donné, on a ressenti, on a dit, ben il n'y a pas de transport collectif. Les gens ne pouvaient pas se rendre sur de la gare parce qu'il n'y avait pas d'autobus. Donc, les gens débarquaient à la gare à Mascouche et devaient marcher tout le long près de la Sûreté du Québec pour se rendre jusque dans le parc, ce qui était excessivement dangereux. Donc, on a négocié avec Exo pour justement être en mesure de mettre une certaine pression pour avoir un autobus. Mais c'est inconcevable qu'on ne puisse pas avoir ce transport-là. Donc, quand on parle d'innovation, pour répondre à votre question, je me suis penché sur la question, puis je suis arrivé avec 5 points. Je suis arrivé avec l'amélioration de la mobilité, l'accès au marché du travail. C'est important, je viens d'en parler. Le deuxième point que j'ai vu, moi, qui était important, c'est l'attractivité des investissements. Si on veut investir, si on veut attirer les entreprises dans notre jardin à nous, si on dit qu'on a des terrains, qu'on a un nouveau parc industriel qui s'en vient, dont Terrebonne avec Terra 8 bientôt, si on veut attirer des gens, ils ont cette question-là de dire, est-ce que nos employés vont pouvoir se rendre directement sur place? La dynamisation des entreprises locales est importante. L'autre point que j'ai remarqué également, c'est la réduction des coûts pour les usagers et les entreprises. Donc, c'est important parce que l'amélioration du transport collectif, là, ça diminue la dépendance à l'automobile individuelle. Puis si on veut arriver à faire ça, bien, c'est sûr qu'il faut réduire les coûts de déplacement. Il faut arriver à avoir quelque chose qui va favoriser les citoyens à vouloir choisir le transport collectif. Et le développement durable, la résilience économique, l'adoption de solutions innovantes en transport collectif, je l'ai écrit ici pour ne pas l'oublier, parce que comme les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, l'optimisation des trajets contribuent inévitablement à la transition écologique des régions. Ça répond non seulement aux attentes des entreprises, des citoyens soucieux de l'environnement, mais ça crée également de nouveaux secteurs d'emploi liés à la mobilité durable. Puis je terminerai en disant que la cohésion puis l'inclusion sociale est importante. On a beaucoup de gens qui arrivent d'un peu partout, qui viennent s'établir ici au Québec. Ils n'ont pas nécessairement de voiture, ils n'ont pas de moyens de se véhiculer. Puis on parle du travail, là, on parle des industries qui me concernent, moi, dans mon quotidien, mais il reste que partout ailleurs, il faut se déplacer. Et cette intégration-là est importante. Et je rajouterais, puis on l'a dit tantôt, Catherine l'a mentionné tantôt, mais la ligne n'est plus seulement aujourd'hui, en 2025, nord-sud, mais bien est-ouest. Donc, si on veut partir de Terrebonne, puis on va aller à Sainte-Thérèse, partez tôt. C'est un peu ça. Je terminerai là-dessus. C'est une bonne chose. Non, mais je suis passionné, je pourrais continuer. Mais c'est parfait. Mais c'est vrai que le transport collectif, le développement régional sont intimement liés. Et c'est quand on arrive à créer un lien entre les deux qu'on arrive à être en succès pour les entreprises, mais aussi pour le transport collectif, son financement et tout ça. Donc, c'est très important, effectivement, ce que vous dites. Puis, je faisais du covoiturage avec des collègues tout à l'heure pour venir jusqu'ici. Moitié transport collectif, moitié covoiturage, c'est promis. Puis on se disait que
vous avez raison, on ne la met pas assez en lumière, l'importance du transport collectif dans l'aspect environnemental, dans ses bénéfices, puis dans ce que ça permet de faire aussi pour combattre le réchauffement climatique et tout ça. Donc, c'est un très bon point. On pourrait mettre davantage l'accent là-dessus. C'est un gros contributeur. Mais tu sais, au municipal, on en parle beaucoup des îlots de chaleur. Oui. Hein, puis on essaie de contrer ça avec des stationnements éco-responsables, des stationnements qui sont plus viables. Exactement. Mais ça a un enjeu. Là. Puis de réussir 20 ans plus tard, parce que moi, je ne trahirais pas mon âge, là, mais ça fait longtemps qu'on parle de ça. Là, puis qu'on revient tout le temps sur la même question, puis qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que Bruno choisisse l'autobus plutôt que sa voiture? Pas toujours évident. C'est une question pour un prochain débat. C'est un gros enjeu. Prochain panel, comment on peut faire pour convaincre Bruno? On peut essayer ça. Je vais aller tout de suite à la prochaine question, qui est quelles sont les solutions innovantes qu'on pourrait mettre en place pour encourager justement l'adoption du transport collectif, donc un peu encourager Bruno. On a un petit peu démarré la conversation là-dessus. Marie-Hélène, veux-tu te lancer sur cette question? Bien, je trouvais ça intéressant, évidemment, ce qu'on parlait, parce que si le transport en commun n'est pas attractif, c'est très difficile d'amener des gens à l'utiliser puis à parfois choisir de laisser la voiture à la maison lorsque c'est pas intéressant en termes de temps ou en termes de fréquence. Mais il y a autre chose également qui compte. On parlait un petit peu plus tôt de l'intégration vraiment de la trame urbaine, de certains des terminus pour s'assurer vraiment que ça réponde aux besoins dans le cadre des déplacements des gens. Parce que lorsqu'on parle d'un déplacement, c'est pas juste prendre l'autobus ou le train ou le transport à la demande. Il y a toute la notion également de se rendre, d'attendre son transport. Et ça fait partie de l'expérience qu'on doit offrir aux gens. Donc, pour nous, bien, il y a plusieurs endroits où on peut travailler cette expérience-là. On les appelle nos pôles de mobilité. C'est souvent nos gares, nos terminus. Il y en a plusieurs dans notre réseau. C'est des endroits vraiment fabuleux pour innover. Pourquoi? Parce qu'on peut tester plein de choses au détriment de l'offre, parce qu'une chose qui est importante, c'est l'offre, mais c'est également tous les autres types de services connexes qu'on peut offrir aux citoyens qui l'utilisent, aux usagers, pour s'assurer que ça vient améliorer leur vie ou que ça passe le temps de manière intéressante, le temps qu'ils prennent le transport en commun. Donc, nous, vraiment, on est en train de se travailler une feuille de route pour nos pôles de mobilité avec plein d'autres services différents qu'on peut offrir. L'été, que ce soit des marchés fermiers, on teste également des casiers connectés, des casiers à vélo. On va évidemment bientôt, puis là, je m'avance un peu, tester du mobilier urbain. Tout ce qui touche le service connexe vraiment pour accompagner le déplacement des gens. Donc, nos pôles, c'est vraiment des endroits critiques sur lesquels on va travailler. Même des espaces de travail qu'on souhaiterait tester. Pourquoi? Parce que les gens, souvent, sont en attente, puis on a du pied carré disponible. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire en termes d'innovation dans nos pôles de mobilité. Puis, je m'en voudrais de pas terminer sur la performance de notre réseau. On en parlait sur le panel d'avant. On parlait des mesures préférentielles, que ce soit priorisation au feu ou tout autre type de solutions qu'on peut avoir, mais souvent, il y a une technologie derrière ça. Donc, je ne rentrerai pas dans l'histoire des feux intelligents, mais c'est certain que dans toute la planification qu'on veut faire pour rendre notre réseau performant, il y a énormément de technologies qu'on est en train de travailler. Puis c'est sur notre feuille de route. Pourquoi? Parce qu'un réseau qui est performant, c'est un réseau qui est plus accessible. Parfait. M. Charbonneau? Bien oui, je vais rebondir là-dessus. On parle beaucoup d'expérience, puis c'est là un peu que le rôle des municipalités entre en ligne de compte. C'est que dans le fond, quand on réussit à avoir un bon dialogue, puis on sait comment le planifier, bien, on est capable d'aller offrir par l'aménagement des services qui vont justement offrir une belle expérience aux citoyens. Que ce soit un arrêt d'autobus, quand il est simple, il est seul, bien, c'est un peu plate. Quand on réussit à faire l'aménagement autour, à mettre un offre de commerce, que ce soit des cafés, que ce soit des petits restaurants, bien, à ce moment-là, on est capable peut-être même de travailler sur son ordinateur. L'autobus, le train arrive, bien là, on est capable à ce moment-là de ne pas avoir perdu trop de temps puis d'avoir quand même cette expérience-là, parce que malheureusement, ce n'est pas toutes les abris qui sont chauffés. Fait quand on a des petits cafés, bien, c'est toujours intéressant. Mais on parle de mobilité, mais tu sais, la mobilité, ce n'est pas juste aussi les autobus puis le train. On parlait de pandémie tantôt. Moi, j'aime bien illustrer un exemple avec ma mère. Vous allez voir ce que je fais. Ma mère, elle a appris deux choses à la pandémie.
La première chose, c'est d'arrêter d'envoyer de l'argent à un roi qui était sur le bord de mourir pour payer son notaire. Mais la deuxième chose, la plus importante, c'est qu'elle a recommencé à marcher, puis elle a recommencé à faire du vélo. Maintenant, là, avec tous les vélos électriques, toute cette mobilité active qu'on est capable de mettre en place par les pistes cyclables, rôle des municipalités dans leur aménagement, bien, on est capable d'aller desservir une nouvelle clientèle qui maintenant fait de l'exercice et se déplace. Parce que quand on a des belles pistes cyclables qui nous amènent dans des endroits où on a nos commerces, où on a nos services de proximité, bien là, on va enlever encore là de la voiture, on prend de l'air, puis on est capable de se déplacer de façon intelligente. Puis ça, on peut aller même plus loin, que ce soit aussi pour notre quartier industriel qu'on est en train d'aménager une piste cyclable pour être capable de partir du train avec une station de vélo qu'on va mettre à la disposition des gens pour pouvoir se rendre jusque sur le site aéroportuaire, mais aussi avec les commerces. Puis là, on est en train de travailler à plus grande échelle avec les différentes MRC, de pouvoir partir d'une ville et d'aller dans une autre ville, et ce, encore plus rapidement qu'avec une voiture. C'est pas le fun, ça? C'est le rêve. Voilà. C'est le rêve. On fait du ping-pong sur le panel précédent. Monsieur Berthiaume, avez-vous une autre idée à ajouter? Oh, la pression vient de monter sur 15 minutes. Je vais vous parler de... Bien, pression. Je vais vous parler, moi, de... Lui a parlé... Patrick a parlé des 6 mois d'été. Moi, je vais parler des 6 mois d'hiver. C'est pas toujours évident, là. Tu sais, puis je veux pas détruire l'idée, là. J'aime beaucoup Patrick, là. On met des plus grosses roues dans ce temps-là. On met des plus grosses roues, on s'en va avec des fat bikes. Non, mais je comprends l'idée derrière tout ça. On vit dans un pays nordique, là. Il faut s'entendre, là. Ouais. La tempête qu'on a eue en février, que j'ai malheureusement manqué, j'étais dans le sud, je suis désolé. Mais on vous pardonne. J'ai regardé mon gars pelleter avec la caméra, il aimait bien ça. Mais il reste que des tempêtes comme ça, c'est pas évident. Là. Puis on peut pas sortir le vélo, puis maman peut pas sortir le vélo, ou tu voudrais pas que maman sorte le vélo. Là. Mais il reste que je me suis penché sur l'idée. Puis là, je me suis dit, ça fait 20 ans qu'on en parle, on s'en va de Pierre, soit constructif, soit positif, ils t'ont invité, soit gentil. Donc, je me suis dit, comment on peut améliorer, ça serait quoi l'innovation qu'on pourrait mettre de l'avant? Évidemment, des applications de mobilité intégrée, c'est super important. Qui permet aux usagers qui auraient accès à plusieurs modes de transport à même cette application-là, que ce soit l'autobus, le train, le vélo, le libre-service, le covoiturage, dans une seule application avec un seul paiement unifié, qui fait qu'ils peuvent se déplacer sans être obligés de repayer à chaque fois quand on a à faire un transport. De l'autre côté, la tarification dynamique et personnalisée. Bon, évidemment, il y a des choses qui existent déjà. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait. Là, il y a des choses qui existent. Mais offrir des tarifs qui sont ajustés selon l'heure, la fréquence d'utilisation ou même le profil des usagers. On parlait tantôt de fréquence avec les étudiants en disant, on peut-tu adapter les autobus pour que quand on sorte, que l'autobus soit là et qu'on n'entende pas 1 heure parce qu'on vient de la manquer, parce que ça fait 2 minutes qu'il est parti. Fait que je viens de mettre les étudiants sur mon bord. C'est plat, je ne suis pas en élection. Mais il reste que la fréquence est importante. Il faut y penser. L'utilisation de l'intelligence artificielle, on l'entend parler de l'intelligence artificielle. Servons-nous-en de façon productive, de façon intelligente, et optimisons les trajets, les fréquences en temps réel selon la demande. Donc, on réduit ainsi le temps d'attente, puis les véhicules qui sont sous-utilisés. Donc, on met plus de véhicules dans des temps plus importants. Je ne dis pas que c'est facile. J'amène des idées, puis je m'en vais, puis je me dis arranger avec. Là. Je comprends, puis je ne me fais pas d'amis, mais il y a une réalité qui est là, puis vous voulez sonder, donc j'y vais dans ce sens-là. Le transport à la demande puis la flexibilité, là, les micro-transits de navettes autonomes, c'est important. Là, je ne vous dirais pas d'acheter une Tesla van, c'est pas ça que je dis. Là, mais moins cher de ce temps-là. Oui, moins cher de ce temps-là. Là. Trump n'a acheté une à rabais. Mais il reste que l'autobus et les taxis collectifs intelligents, c'est bon. On est un peu vers ça, avec les taxibus, tout ça qu'on a mis de l'avant. L'incitatif, dis-je, aux avantages pour les usagers. Les programmes de récompense, les subventions, partenariats avec les employeurs, les gratuités partielles, on en parlait tantôt, c'est important. Puis je termine avec la mobilité durable et l'écologie, parce qu'on est là actuellement. Les jeunes nous poussent vers ça. C'est la planète, il faut y penser. Donc, l'électrification, dis-je, et l'hydrogène. On n'y pense pas, mais l'hydrogène peut être une solution aussi. Il y a l'électricité, bien évidemment, mais on en a vendu aux États, on commence à en manquer, on se demande si on va faire une barrière, un autre barrage, on se demande si on va faire des éoliens un peu partout au Québec, mais il faut y penser à ça. Puis les véhicules multimodaux qui pourraient être utilisés, ça intègre des espaces pour vélos, des trottinettes, on en parlait tantôt. Il faut y penser à tout ça. Mais on peut être innovant, puis je pense que vous êtes tous là pour les bonnes raisons, mais c'est sûr que tout le monde a des frustrations, puis tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait
pour prendre les gens qui sont là et dire, je vais-tu vraiment quitter mon auto pour prendre le transport collectif? Il y a un mot qui me revient tout le temps, la fiabilité. Les gens veulent essayer de sécuriser, dire, je me déplace, je stationne ma voiture, je m'en vais en train, mais je ne veux pas qu'une demi-heure plus tard, je suis obligé d'appeler mon patron pour dire, je ne peux pas rentrer, le train est en panne. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, mais tu sais, il y a une réalité, là. Donc, le mot fiabilité est important dans le reste des choses. C'est le grand défi. On y travaille très fort et à tous les jours. Mais oui, effectivement, c'est avec la fiabilité qu'on va être capable d'attirer. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup pour toutes ces idées. C'était un magnifique florilège. On va tout de suite passer à la période de questions, mais je vous remercie tous les trois. Et il y a déjà une question dans la salle là-bas. Catherine, où es-tu? Ah, voilà. Je ne trahirai pas mon âge, j'ai 71 ans, j'ai 45 ans d'expertise dans le transport. Vous n'avez pas parlé des aînés. Vous n'avez pas parlé des aînés. Moi, j'habite Repentigny, puis si ça vous tente, vous viendrez au Salon des aînés au mois de septembre. Moi, j'ai passé 3 heures, 4 heures, 5 heures avec Exo et Trajectoire Québec d'un kiosque. Et les aînés ont beaucoup de demandes au niveau du transport. Okay? En passant, innover, c'est parfait. Ceux qui ont innové, les premiers qui ont innové en transport, c'est Québec avec le transport à la demande, c'est peut-être 15 ans de ça. Et c'est aussi Jean Coutu, lorsqu'ils ont bâti à Varennes, ils ont mis un circuit de transport pour leurs employés gratuit. Ça fait déjà une quinzaine d'années, puis je me souviens parce que c'est moi qui étais là, puis j'ai fait le circuit. Ceci étant dit, puis je pourrais parler pendant 2 heures de transport. Pensez aux aînés parce qu'on a vraiment besoin. Et si on veut rester dans nos maisons, on ne veut pas s'en aller d'un CHSLD. Je ne pense pas qu'à 80, moi, peut-être je vais faire du bicycle, mais peut-être je n'en ferai pas non plus, mais ça me prend un moyen de transport. Moi, demain, je m'en vais à Montréal, je prends l'autobus. Pendant la tempête, là, je n'étais pas en Floride, je marchais dans Nain jusqu'ici, j'ai pris la 400 pour m'en aller à Montréal, le métro, je suis revenu. Fait que ceci étant dit, c'est juste une petite pensée pour les aînés. Pour finir, la pollution. Moi, ça fait des années que je dis, il y a des villes qui ont des règlements. Exemple, la ville de Montréal, le règlement 90, après 4 minutes, il faut que tu fermes ton moteur. Moi, je me promène partout dans la région, là, les autobus s'avirent. On pourrait-tu mettre des règlements? Puis c'est les municipalités qui doivent les mettre, pas la ville. C'est pas Québec, là. C'est les municipalités qui doivent faire des règlements. Que ce soit... Oui? Ouais. Vous voulez répondre? Laissez Patrick répondre. Je ne veux juste pas perdre, parce qu'à mon âge, on oublie. Mais Patrick est plus jeune, il va répondre à cette question-là au niveau municipal. J'en ai une réponse, mais je vais le laisser répondre. Mais la première, juste rassurer tout le monde, je n'étais pas aux États-Unis. J'étais dans les Caraïbes. Mais j'ai pas... Juste clarifier, parce que si c'est filmé, je veux juste être sûr qu'on se comprenne, je n'étais pas en Floride. Je pensais être acteur avec Trump. Non. En fait, j'ai jamais le choix de décider. Moi, je suis, puis je dis oui, chérie, et tout va bien. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je n'ai pas parlé des aînés, puis vous avez tout à fait raison. J'ai ma mère que je m'occupe, qui a 92 ans, qui est dans un RPA privé. Elle peut se permettre ça, tant mieux. Elle a travaillé fort dans sa vie. Donc, ces sous-là vont pour encourager une entreprise. On donne ça à tous les mois. Mais il reste qu'elle est bien où est-ce qu'elle est là. Sauf que le transport, effectivement, c'est un problème. Je parle du transport adapté. Là, on n'ira pas là-dedans ce soir, mais il y a une problématique avec le transport adapté, parce que je vois souvent des gens attendre quand je visite ma mère, puis les gens attendent que le transport arrive, puis là, quand ils arrivent au rendez-vous, ils attendent pour que... C'est un autre issue, et je ne voulais pas aller là-dedans. Mais moi, je suis plus dans le domaine des affaires, qu'on viendrait avec moi, que je suis plus dans le domaine industriel, manufacturier et tout. C'est ce qui me touche particulièrement à tous les jours. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, juste pour finir, j'ai fait une conférence à Terrebonne pour Terrebonne-Mascouche, puis les environs, puis... les gens ne se plaignent pas. Ils faisaient des commentaires. Ils disaient, regarde, on a un problème. Si je veux rester dans ma maison, je ne peux pas me déplacer. Si tu n'as pas d'auto, par contre, il y a des villes comme Chambly, Richelieu, Carignan, tu peux te déplacer sans nécessairement avoir d'auto. Ouais. En tout cas, merci. Ouais. Patrick? Juste rebondir sur la question que vous avez posée. Dans le fond, il y a 2 aspects. En termes d'aménagement, quand on sait qu'on a des nouveaux immeubles qui sont voués à être destinés à des gens d'un certain âge, bien, c'est certain qu'on s'arrange pour avoir les services de proximité à côté. C'est pas
voisin, mais généralement, c'est quand même très proche. L'autre question qui est très intéressante que vous avez soulevée, c'est concernant les réglementations. Les villes, pour la plupart, à ma connaissance, ont déjà une réglementation sur le fait de laisser tourner les véhicules. La plupart. En tout cas, à Mirabel-Viendré, nous, on l'a. Le problème qu'on a, c'est toujours l'application du règlement. Parce que ça, c'est mes policiers qui vont faire l'application du règlement. Mais malheureusement, au territoire qu'on a souvent, puis au temps d'intervention qu'ils doivent avoir, ils n'ont pas toujours le temps d'aller vérifier les voitures qui tournent. Fait que oui, une ville peut mettre de l'avant des règlements, mais le problème qu'on oublie toujours, c'est comment qu'on fait pour les faire respecter. Ça prend de la main-d'œuvre, ça prend des gens qui vont surveiller ça et ils ne sont pas juste attitrés à cette réglementation-là. Généralement, c'est un article dans un long règlement qui, pour la plupart, l'oublie. Fait qu'il faut toujours avoir un rappel constant sur notre service administratif pour pouvoir les légiférer là, sur les règlements. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous savez très bien que comment qu'on réussit à implanter un changement dans une société, malheureusement, c'est avec des contraventions. Sinon, ça devient très difficile parce que la pancarte, ils la voient. La deuxième fois, ils l'ont déjà oubliée. Il y a de la répétition. Je pense que Marie-Hélène avait aussi un élément de réponse. J'ai juste une affirmation pour vous pour terminer. Notre clientèle numéro 1 du transport à la demande sur la Rive-Sud, c'est les aînés. Ils adorent ce service-là, puis on prend le temps d'aller leur donner de l'information sur comment faire les réservations. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, ils peuvent faire leurs réservations par téléphone. On prend le temps d'aller dans les centres pour venir pour leur expliquer. Donc, c'est des types également de services plus innovants qu'ils apprécient. Donc, je vous rejoins qu'ils doivent être capables de les utiliser. On va prendre une autre question. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Côté de l'accessibilité universelle pour les autobus, une des choses que j'ai vues personnellement à Ottawa avec OC Transpo, c'est que l'entièreté de leur flotte d'autobus ont des haut-parleurs à l'extérieur de l'autobus pour permettre aux personnes aveugles de savoir à l'arrivée de l'autobus que la ligne, c'est quoi la ligne, la direction et le terminus au cas où il y a plusieurs branches. Pour Exo ou Montréal, Laval, Longueuil, peu importe, le monde sont obligés de rembarquer dans le bus, demander au chauffeur, débarquer du bus, c'est pas le bon bus. Ce serait une chose qui serait vraiment appréciée ici, avec Exo. Bien, vous avez raison, puis c'est ce qu'on teste à travers notre projet de Navilence. Donc, c'est vraiment une technologie, puis on travaille beaucoup avec les associations pour s'assurer qu'on a leurs commentaires et ils l'apprécient énormément. Pourquoi? Parce que vous avez raison, ils ont besoin d'être guidés en tout temps. Donc, lorsqu'ils scannent les codes QR, qui sont vraiment atteignables, peu importe l'angle, ils reçoivent l'information en temps réel et ça fonctionne très bien. Donc, vous avez raison qu'on doit les déployer davantage. Là, on a fait un projet pilote, on va l'élargir, puis notre intention, comme ça se passe très bien, c'est de le mettre sur l'entièreté de notre réseau pour s'assurer que l'information soit accessible pour eux en temps réel. Merci beaucoup. Merci Caroline Julie pour l'animation de ce panel. Monsieur Berthiaume, Monsieur Charbonneau, Marie-Hélène, on vous remercie pour votre participation à ce panel, pour votre écoute aussi dans la salle, pour ceux qui étaient présents sur place. N'hésitez pas à venir parler à nos experts qui seront à nos kiosques ici sur le transport à la demande, transport adapté, le train et les autobus. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir ce soir. Bonne fin de soirée. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine édition d'une séance publique d'Exo. Merci à tous.